Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. L'ancien ministre de la Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé, s'est adressé ce mercredi 27 mars aux Ivoiriens à travers sa page Facebook. L'ex-leader des Jeunes Patriotes en appelle à la réconciliation nationale. Conclure plus de partenariats publics-privés dans le domaine de la santé, c'est l'ambition de l'Organisation mondiale de la santé à travers son forum qui se poursuit jusqu'au 28 mars à Praia, au Cap-Vert. Et puis le bilan après le passage du cyclone Idai. À ce jour, près de 6000 personnes ont besoin d'une aide d'urgence selon les autorités compétentes, notamment dans le district de Chimanimani au Zimbabwe qui a été fortement impacté. Charles Blé Goudé, l'ex-chef du mouvement des Jeunes Patriotes, acquitté en première instance par la Cour pénale internationale, mais toujours en liberté conditionnelle, a tenu un discours publié sur sa page Facebook. L'ancien ministre de la Jeunesse ivoirien a tenu un discours de paix et appelle les Ivoiriens à oublier toute vengeance ou revanche après la crise post-électorale 2010-2011. Les précisions dans ce sujet de la rédaction. C'est à travers sa page Facebook que Charles Blé Goudé s'est adressé aux Ivoiriens et à toute la jeunesse africaine. Libéré sous condition le 1er février dernier et en attente d'un pays d'accueil, l'ex-leader des Jeunes Patriotes en appelle à l'apaisement et clame sa reconnaissance vis-à-vis des Ivoiriens qui lui ont témoigné leur soutien durant les années passées derrière les barreaux. Je conçois que dans notre pays ballotté, martyrisé, par une tempête si féroce et interminable, chacun a eu 1000 raisons d'être mécontent et de se laisser gagner par la rage et la haine. Pourtant, ici et maintenant, mon message à votre endroit est d'abord un message d'apaisement. Ensuite, ce que me dicte mon cœur en ce moment, c'est de vous dire toute mon affection. Ma singulière et profonde affection. En vous l'exprimant, je ne vous rends qu'une infime partie de soutien et de l'immense amour que vous avez bien voulu me témoigner pendant ma détention. Tout en prônant le pardon et la réconciliation, Charles Blé Goudé rejette toute idée de vengeance dans son pays qui a déjà subi un lourd préjudice du fait de la crise post-électorale. Dans cette crise où les différents protagonistes se sont souvent rejetés le tort, il dit toute sa disponibilité à œuvrer à la paix et à la stabilité pour l'édification d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Aussi cruelle qu'a été l'épreuve que notre pays a vécue, fidèle à mon engagement de ne jamais être du mauvais côté de l'histoire, je n'encouragerai aucune tentation de vengeance, ni aucune velléité de revanche. Parce que, en définitive, de vengeance en vengeance, de revanche en revanche, cela ne fera que précipiter notre pays dans l'abîme, dans le chaos. Bref, dans un déclin irréversible. En revanche, je suis disposé à encourager toutes les initiatives en faveur de l'édification d'une société qui sache tirer les leçons de son passé douloureux. Accusés de crimes contre l'humanité, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés mais libérés sous condition. Dans l'éventualité d'un appel du procureur, ils ont passé respectivement 8 et 6 années en détention provisoire. La conférence ministérielle africaine a adopté ce lundi 25 mars sa déclaration finale signée par 37 pays dont le Maroc, conférence dont l'objectif visait à exprimer le soutien à la décision 693 signée à Nouakchott en 2018 qui réaffirme l'exclusivité des Nations Unies dans l'examen du différend régional au sujet du Sahara marocain. Les explications, Corinne Kamdem. Une véritable offensive diplomatique. Pas moins d'une quarantaine de ministres africains des Affaires étrangères ont répondu ce 25 mars à l'invitation de leur collègue marocain Nasser Bourita. C'est à l'occasion d'une conférence ministérielle d'appui de l'Union africaine au processus politique des Nations Unies sur le différend régional sur le Sahara.
Objectif pour le Maroc, reprendre la main diplomatique sur un dossier dont il veut exclure toute autre voie que la voie onusienne de résolution. Sur ce dossier, comme dans toute sa politique étrangère, le Maroc et la diplomatie marocaine, conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi, adopte une approche proactive. Nous pensons que le monde d'aujourd'hui, dans tous les domaines, nécessite une diplomatie proactive et non pas une diplomatie qui favorise le statu quo. Et donc, si vous suivez l'action diplomatique marocaine, les actions de Sa Majesté le Roi à l'international, vous allez remarquer que le Maroc est pour une démarche vertueuse, positive, et non pas vers une action qui consolide le statu quo, qui va vers le pourrissement et vers l'approche négative. Cette conférence qui intervient après les différentes tables rondes de Genève, dont la dernière s'est tenue le 5 décembre 2018 avec la participation d'une délégation algérienne, vise à rassembler et à fédérer un grand nombre de pays africains autour de la ligne diplomatique du Maroc, un objectif atteint au vu du nombre important d'États africains à la conférence de ce 25 mars à Marrakech. Au regard de la participation et des déclarations que nous avons vues, il y a un soutien pour la résolution pacifique de ces différends sur la base de la résolution qui a été prise à Nouakchott, la 693, et qui permet donc aux Nations Unies de conduire ce processus à son terme. Je pense que cela est assez important et la réaffirmation de ce principe aujourd'hui ici est la volonté exprimée par l'ensemble des délégations pour que ce processus soit mené à son terme. Cette conférence donc, qui s'inscrit dans ce processus est pour nous une bonne occasion de réaffirmer cette conviction, de réaffirmer cet appui à la résolution du différend sur le Sahara marocain. Donc il nous a paru utile, opportun d'être là, non seulement de réaffirmer notre appui, mais aussi de concourir à toutes les réflexions utiles en la matière. En réaffirmant sa volonté d'inscrire la résolution du différend régional sur le Sahara dans le strict et exclusif cadre de l'ONU, appuyé par l'Union africaine, le Maroc entend mobiliser la communauté internationale vers son objectif final, accorder non une indépendance au territoire sahraoui, mais une forme d'autonomie sous la souveraineté totale et exclusive du royaume chérifien. L'agence UMOA Titres a lancé officiellement ce lundi à Dakar un programme de certification des acteurs du marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine dénommé Programme Sissi UMOA. Cette norme reconnue au niveau international vise à améliorer l'employabilité des acteurs du marché financier régional. Les précisions d'Eokrasias Podou. Pour un bon fonctionnement du marché des titres publics au sein de l'espace économique et monétaire ouest-africain, l'agence régionale UMOA Titres, avec le soutien de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et d'autres partenaires, a lancé lundi 25 mars 2019 un programme de certification des acteurs du marché financier. Cette certification obéit à 3 principes. Le premier principe, c'est le savoir-faire. Donc c'est un renforcement de capacité. Le second principe, c'est le maintien de ce savoir-faire-là. Et le troisième pilier, c'est l'intégrité. L'intégrité de l'ensemble des actions qu'ils prennent et l'ensemble des actions qu'ils peuvent prendre pour le compte de leurs clients. C'est là aussi quelque chose de très important et qui va augmenter la résilience de notre marché. Le programme CSI UMOA est composé de 2 modules, à savoir un module initial sur les fondamentaux en services financiers et un module avancé sur les marchés obligataires. Déjà opérationnels, 10 premiers candidats aspirant à un haut niveau de compétences ont obtenu leur certification. Nous avons été formés avec un institut qui est un label international mondial. Ça veut dire que les formateurs qui viennent d'être certifiés peuvent intervenir dans toutes ces juridictions à travers le monde. Mais l'objectif, bien sûr, c'est que ces formateurs aident notre marché à se développer. Le protocole d'accord relatif au programme CSI UMOA avait été signé en février 2019 entre l'agence UMOA Titres et l'institution internationale Chartered Institute for Securities and Investments, conçue pour les acteurs du marché financier régional, notamment les intermédiaires de marché, les agents des trésors nationaux ou encore les étudiants. Le programme est désormais accessible dans chaque État membre de l'UMOA.
Le deuxième forum de l'OMS sur la santé en Afrique s'est ouvert ce mardi 26 mars à Praia, au Cap-Vert, avec pour thème atteindre la couverture sanitaire universelle et la sécurité sanitaire. Cet événement vise à booster l'investissement public et privé afin de développer le domaine de la santé. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux Babilas Boton et Wendiam Valentin Compaoré. Les défis sanitaires de l'Afrique sont devenus de plus en plus complexes. C'est ce qui explique la tenue du deuxième forum sur la santé en Afrique du 26 au 28 mars 2019 à Praia, la capitale capverdienne, avec pour thème assurer la couverture sanitaire universelle et la sécurité sanitaire, l'Afrique que nous voulons voir. Objectif, fournir une plateforme sur laquelle de nouveaux partenaires, initiatives et programmes peuvent être forgés et à créer des changements significatifs pour de meilleurs soins de santé en Afrique. L'une de nos plus hautes priorités consistait à aider nos États membres et la région à progresser plus rapidement vers la couverture sanitaire universelle, le renforcement de la résilience et les capacités nécessaires à la sécurité sanitaire. Le Cap-Vert dispose d'un système sanitaire efficace. Le pays est d'ailleurs parmi les 6 nations africaines qui comptent éradiquer le paludisme à l'horizon 2020. Le Cap-Vert a aujourd'hui une espérance de vie moyenne de 75 ans, un taux de couverture des postes vacants de plus de 90% et un système de santé dont le temps maximum d'accès, malgré la grande dispersion de la population, est d'environ 30 minutes. On rappelle, cette rencontre qui réunit plus de 600 participants s'achève le 28 mars 2019. À noter que le premier forum sur la santé en Afrique s'est tenu à Kigali au Rwanda en juillet 2017 sur le thème « Donner la priorité à la population sur la voie de la couverture sanitaire universelle ». Au Zimbabwe, plus de 10 jours après le passage du cyclone Idai, la situation humanitaire reste très préoccupante, particulièrement dans la province de Chimanimani, située dans l'est du pays. Les autorités s'inquiètent aujourd'hui de la situation sanitaire et du risque d'épidémie. On fait le point avec Corinne Camdem. Comme le Mozambique, le Zimbabwe a gravement été touché par le cyclone Idai. Les derniers chiffres annoncés vendredi 22 mars portaient le nombre de pertes en vies humaines enregistrées dans le pays à 259. Selon des chiffres officiels, le district de Chimanimani, situé dans l'est du Zimbabwe, a été le plus touché. Les Nations Unies ont également confirmé vendredi qu'au moins 16 000 ménages avaient été déplacés des zones sinistrées. Il a commencé à pleuvoir vers 22 h. Il y avait des vents très forts. Ma maison a commencé à s'effondrer. Des débris me frappaient. Ma voisine Mbaimbamba est venue et elle a réussi à me faire sortir de la maison. Tous mes biens ont été emportés. Le glissement de terrain provoqué par le cyclone Idai a interrompu le trafic routier en direction de la ville de Ngangu. À l'heure actuelle, les secours dans les zones sinistrées sont principalement acheminés par hélicoptère, ce qui réduit considérablement l'efficacité des opérations de sauvetage. L'association de sécurité chinoise et étrangère au Zimbabwe a déployé une équipe de secours composée de 45 membres qui travaillent d'arrache-pied pour réparer la route menant à la ville. Au début, la route était tellement mauvaise et nous faisions de notre mieux pour aider la communauté afin qu'elle puisse traverser. Il y a des gens qui sont de l'autre côté de la zone sinistrée qui n'ont pas les moyens de venir ici. Certains d'entre eux sont vieux, certains ne peuvent pas marcher parce que c'est une longue distance, mais nous faisons de notre mieux pour les aider à se rendre en lieu sûr. Au centre de commandement des secours en cas de catastrophe, les survivants font la queue pour obtenir de la nourriture, de l'eau, des vêtements et d'autres fournitures de secours. Des centres de suivi psychologique et d'examen physique pour les survivants ont également été installés alors que l'aide humanitaire s'organise. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.